Non, parce que c'est toujours embêtant de démontrer qu'on maîtrise moins bien les outils que ses propres étudiants, ce qui est effectivement une règle absolue, mais qu'on a parfois tendance à oublier. Alors, notre point de base, quand même, c'est de dire qu'on est en train de vivre une mutation de l'espèce humaine, une mutation dans la manière dont l'homme est en train de s'organiser, une mutation en fait de notre monde. Pourquoi une mutation? Parce que le temps de l'accélération de l'innovation, aujourd'hui, est devenu hors de l'entendement humain. C'est-à-dire que l'innovation va beaucoup plus vite que la manière dont les sociétés humaines s'organisent. Pour prendre un seul exemple, pour avoir 1 million d'utilisateurs en 1970, il fallait à peu près 2 ans. Quand Facebook s'est lancé pour avoir 1 million d'utilisateurs, ça a duré moins d'1 mois. Ça veut dire que l'expansion en fait, de l'innovation sur l'ensemble des sociétés humaines, aujourd'hui, dépasse nos propres capacités à suivre ce que cette innovation va nous faire. Or, cette innovation transforme le monde, et le transforme de manière absolument radicale. Dans nos structures sociales, dans notre humanité, dans nos corps. Et donc, il est pour nous absolument impératif de penser ce monde qui s'en vient. Parce que si nous ne pensons pas ce monde qui s'en vient, nous allons nous retrouver dans un monde que nous ne maîtriserons plus et qui ne sera plus le nôtre. Ça passe, c'est génial. Alors, quelques constats. Donc, la numérisation, comme vous le savez, ça conduit à l'automatisation et à la robotisation de l'activité de production. Tout l'ensemble du monde était organisé pour la production. Cette production est aujourd'hui progressivement déléguée à des machines. Deuxième constat, l'être humain, a priori, va rester imbattable sur les questions de créativité, sur le lien à l'autre, mais également sur les questions d'organisation, c'est-à-dire que les machines, elles, sont dans un univers qui est fini, alors que nous évoluons dans un univers qui est infini. Mais ça veut dire aussi que l'être humain qui, jusqu'à présent, et c'est mon troisième point, était salarié pour contribuer à ce système productif, n'ayant plus besoin de participer à ce système productif, va pouvoir commencer enfin à être humain, à savoir faire preuve de toutes ses capacités de créativité, de lien à l'autre et de construction d'un monde qui soit en dehors du productif pur. La fin du productif, la fin de la hiérarchie, la manière dont la numérisation du monde casse en fait les schémas hiérarchiques qui étaient les nôtres jusqu'à présent, des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, et on avait notre place là-dedans. La numérisation a cassé tout ça. Elle conduit également à la fin du salariat. Moi, je voudrais juste vous donner un ordre de grandeur. Quand j'étais gamin, il y avait 16 millions de salariés à peu près pour 500 000 chômeurs et basta, c'est tout. Aujourd'hui, il y a toujours 16 millions de salariés payés. Il y a 5 millions de chômeurs en catégorie ABC. Il y a 2 millions de chômeurs qui se déclarent. Ça fait déjà 7 millions. Il y a 3 millions d'auto-entrepreneurs, 3 millions de professions libérales et 3 millions de patrons de petites PME, etc. Alors, comme il y en a qui cumulent plusieurs statuts, grosso modo, on est à 16 millions de salariés contre 12 millions de personnes qui ne sont plus salariés, mais qui travaillent quand même. Et dans cette salle, on est très nombreux à être comme ça, c'est-à-dire à ne plus être salariés dans un cadre figé, hiérarchique, rémunéré et sûr. On est dehors, on vit au jour le jour, on cherche des contrats de conseil, on essaye de constituer des choses ensemble. Et cette réalité sociale va encore s'accélérer, puisque PwC a annoncé la disparition de 3 millions d'emplois dans les 3 ans qui viennent. Donc on va passer de 16 à 13 millions de salariés payés. En revanche, dehors, il y aura à peu près 15 millions de personnes qui travailleront, mais qui ne seront plus salariés, donc qui seront sortis de l'univers de la sûreté et de la prévision. Ça a des conséquences qui sont colossales. Ça a des conséquences également sur nos sociétés hiérarchiques et donc les rites associés à l'État-nation. L'État-nation est en train de se dissoudre, comme vous le voyez tous les jours. La manière dont les politiques arrivent ou pas à gérer nos destins et à gérer la manière dont on pourrait créer ce monde est devenue, je ne dirais pas pitoyable, mais devenue pauvre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à les écouter parce qu'ils ne nous apportent plus un discours, ils ne nous apportent plus de la gestion. Donc cet état politique va être en transformation. Et enfin, l'accélération des technologies médicales et l'accélération du temps nous posent la question de notre humanité. 87% des transactions financières aujourd'hui sont devenues automatiques. C'est-à-dire que l'être humain n'intervient plus. Donc on a délégué l'ensemble de cette production financière à des machines qui vont infiniment plus vite que nous et qui iront toujours infiniment plus vite que nous. En technologie médicale, on a un sujet aujourd'hui, je vous donne juste ce sujet-là parce qu'il est vraiment le plus marquant. Un neurologue italien va couper la tête d'un monsieur qui est tétraplégique pour poser sa tête sur le corps d'un homme qui est en état de mort cérébrale. Est-ce que l'être humain c'est la tête? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que la prothèse c'est la tête? Est-ce que la prothèse c'est le corps? Qu'est-ce que ça nous fait dans nos vies? Qu'est-ce que ça nous dit sur ce monde qui s'en vient? Qu'est-ce que c'est que cette humanité qui se recompose et qui se décompose? Ça passe, c'est génial. Alors, par rapport à tout ça, donc ça c'est des constats qu'on prend dans la figure en permanence.
Et quand on est dans l'innovation, on prend encore plus ces constats-là. Et ce qui a véritablement émergé, c'est que il y a des chantiers. C'est-à-dire qu'on peut laisser le monde partir comme ça sur une logique juste d'accélération de l'innovation, mais on n'est pas sûr qu'on aura encore notre place. Ou alors on peut essayer de commencer à réfléchir à un certain nombre de sujets, et c'est ce qu'on vous propose de faire avec ITIRES et avec le mouvement Philosophie d'Action. Alors quelques chantiers. Sur la fin du salariat, comment est-ce qu'on va former les gens à être entrepreneurs? Comment est-ce qu'on va former les gens à être entrepreneurs conscients de leur action? C'est-à-dire savoir ce qu'ils font au monde. Comment est-ce qu'ils vont se positionner? Dans la fin de la constance des revenus, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de salariat aujourd'hui, on a des revenus qui sont plus ou moins stables, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est tous ces gens qui n'ont plus l'assurance de pouvoir vivre au quotidien. Est-ce qu'on met en place un revenu de vie, comme les Suisses sont en train d'y réfléchir, et les Allemands aussi? De quelle manière, au passage, est-ce que le retraité qui aujourd'hui est omnipotent dans notre société, c'est-à-dire qui possède des actifs et qui prélève les revenus, de quelle manière ce retraité fait preuve d'une solidarité inverse à l'égard des générations qui sont celles des étudiants? Comment est-ce qu'on rééquilibre un peu ce genre de choses? La désertification des lieux de rite, vous savez, dans le temps, quand moi j'avais un peu l'âge des étudiants, il y avait le 20h, on était tous à regarder les infos, on allait à la messe le dimanche, on se retrouvait tous là-bas, on avait le rôti du dimanche aussi, on fêtait Noël d'une certaine manière, etc. Tous ces rites-là sont en train de s'effriter. Et comment est-ce que du coup on fait société ensemble? C'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on va retrouver des règles, des lieux symboliques dans lesquels on va pouvoir de nouveau être ensemble? Nos enfants ont trouvé des voies, mais ils ont trouvé des voies qui sont principalement numériques et qui méritent d'être regardées pour ce qu'elles font à l'homme et pour la manière dont la société va se construire. Et puis évidemment, quelle représentation du citoyen? Puisqu'aujourd'hui, le politique, très clairement sur les générations en dessous de 60 ans, moi j'ai été très frappé par le retour de Nicolas Sarkozy. Quand on voyait ces meetings, la moyenne d'âge de ces aficionados, c'est 70-75 ans. Ça veut dire que les gens qui participent aux politiques telles qu'il a été construit au cours des 50 dernières années ne sont plus même notre génération à nous. C'est la génération de nos parents. Et donc comment est-ce que nos enfants, eux, vont grandir et faire grandir une représentation du politique dans un monde dans lequel toutes les règles que nous on a connues et qu'on mettait en application sont en dissolution? Alors, ITIRES, par rapport à tout ça, il essaye de contribuer à cette réflexion globale en offrant des angles de regard et des angles d'analyse qui sont un petit peu différents. Je vais vous prendre quelques exemples par rapport aux missions que vous allez voir aujourd'hui. Tout à l'heure, je posais la question de la formation de l'entrepreneur, de la formation de l'enfant. Eh bien, vous verrez ce matin une mission sur l'école et sur des propositions extrêmement novatrices qui sont portées par Benjamin Magnard sur comment transformer cet enseignement, comment aller vers quelque chose qui soit plus adapté non seulement à l'enfant, mais également à la société dans laquelle il s'en vient. Quelle est la place qu'il va pouvoir trouver? Sur le temps rapide, sur le fait que les images nous dépassent, vont plus vite que nous, sur le fait que les machines vont plus vite que nous, on a souhaité réfléchir avec Décision Durable et Philippe Goupil sur le rôle du livre, le livre papier, le vrai livre papier. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire dans ce monde qui va trop vite? Comment est-ce que le livre papier peut peut-être donner un certain nombre d'ancrages? Sur le rapport à la nature, sur la collision des temps courts et lents, là on a été regarder quelque chose qui s'appelle la forêt, avec Marc Lemut, et comment est-ce que le lien que l'homme, comment est-ce que le propriétaire de la forêt a avec sa forêt, le lien entre l'homme et la forêt, nous dit des choses sur ces temps différents dans lesquels nous sommes amenés à évoluer et sur les temps de ce qui nous entoure, entre le temps machine qui est extrêmement court jusqu'au temps univers qui est extrêmement lent. Le temps de la forêt est quelque chose qui nous apprend des choses sur nous-mêmes et sur la manière dont on se positionne par rapport au monde. Sur la place de l'homme dans une société normalisée, savoir de quelle manière les différences sont prises en compte. Anna Stark nous emmènera chez les Roms, et en particulier chez les personnes âgées, et la manière dont cette chose-là peut être prise en compte ou pas. Et puis, comment trouver sa place et contribuer? On a une mission sur l'engagement positif, puisqu'on sait souvent que l'engagement est contre quelque chose. Là, on a souhaité réfléchir à l'engagement pour quelque chose, qui est également un des éléments sur lesquels faire société. Et puis je vous annonce en exclusivité qu'au second semestre, on aura un certain nombre de missions. Je compte sur quelques personnes dans la salle en particulier, mais il y a une mission que j'ai tout de suite envie de vous présenter, et celui sur le spectacle vivant, puisque Hortense Archambault, l'ancienne patronne du Festival d'Avignon, nous a fait l'immense gentillesse d'accepter de piloter une mission sur ce sujet,
et de regarder la correspondance qu'on peut essayer de trouver entre le spectacle vivant et la manière dont nous vivons ensemble, et qu'est-ce que ça peut nous dire sur la manière dont nous pouvons vivre ensemble. Alors, Etiérès Philosophie Action, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est je prends en compte ce qui se passe, je prends en compte les gens, les personnes qui mettent en œuvre ce qui se passe, et j'essaye de réfléchir, de construire véritablement une pensée à partir de ça. L'impératif, il est simple, il est clair. L'impératif dans ces cas-là, c'est effectivement que le maximum de gens soient dotés des outils de la pensée. C'est-à-dire que la philosophie devienne aussi naturelle et référente que le fait de boire, de manger ou de dormir. Et c'est cette ambition qui nous anime, de diffuser, de dilapider, je dirais, les outils de la philosophie sur l'ensemble de l'espèce humaine et de donner cet outil absolument incroyable qui permet effectivement de se positionner dans le monde, non pas comme quelqu'un qui subit sa transformation, mais bien comme quelqu'un qui la pilote. Alors peut-être juste deux de nos gros chantiers sur les mois qui viennent. Le premier, c'est que pour la première fois, Etiérès va organiser un colloque autour d'un sujet donné, et cette année le sujet, ça sera l'humanité, et l'humanité en particulier au travers du visage, dans un contexte un peu particulier qui est cet affrontement homme-robot. Donc ce colloque aura lieu en juin, et j'espère que vous serez tous là. Deuxième grosse chose sur laquelle on est en train de réfléchir, c'est à des montages de formation complémentaires qui puissent diffuser et élargir cette foi que nous avons dans la pensée, dans la diffusion de la pensée, élargir à des publics qui soient plus larges, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors on a besoin de vous parce que nos étudiants ont besoin de stages et qu'on tient à ce qu'ils aient les plus beaux stages du monde. On a besoin de vous parce que il faut faire savoir pour que toutes ces choses-là se diffusent le plus vite possible. On a besoin de vous parce que vous êtes là aujourd'hui et sans vous, Etiérès n'existerait pas et Philosophie Action n'existerait pas. C'est bien vous qui validez et qui portez tout ça. On a besoin de vous aussi parce que c'est un jury un peu particulier. C'est un jury où vous venez apporter votre expérience et contribuer véritablement à la formation de ces étudiants. Mais c'est aussi un jury, et moi j'y prends plaisir à chaque fois, et je prends plaisir à l'entendre, c'est un jury aussi où on vient découvrir, on vient progresser, on vient écouter des gens qui ont réfléchi d'une autre manière, et c'est aussi ça qu'on vient chercher. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un échange entre les étudiants et entre les jurys qui sont ici. Donc à nouveau, bienvenue, et surtout merci d'être là.